Alors, bonjour à tous. Je suis très content d'être là avec vous ce matin. J'espère que c'est la même chose chez vous. C'est samedi 30 mai et voilà, nous terminons le cinquième mois de l'année. Et je pense que beaucoup de temps est passé. C'est le moment de ne pas baisser les bras. Il faut continuer d'avancer, il faut continuer à foncer parce que l'année 2020, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, va être une excellente année. Le plus important, c'est pas tant comment est-ce qu'on commence, mais c'est comment est-ce qu'on termine. Et je veux vous dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup d'espoir. Voilà, merci à Rama qui nous suit depuis Ouagadougou, merci à Adélaïde. Vous pouvez simplement taper de là où vous nous suivez dans le chat, comme ça on peut également vous saluer et voilà, savoir de là où on est tous connectés. Finalement, le monde est devenu si petit. Et moi, je suis vraiment content d'être là avec vous. Aujourd'hui, Chabot depuis le Bénin, on va parler d'un thème assez intéressant. Et le thème s'intitule simplement Ne gère pas ton temps, mais gère plutôt ta vie. Et nous sommes dans je peux dire, dans un moment où beaucoup de personnes, je peux dire, sont sous pression et voilà, n'arrivent pas à se projeter beaucoup plus loin qu'il ne faut. Et tout le monde est un peu figé dans le quotidien et cela peut avoir un impact négatif si on y prend garde. Et donc, voilà pourquoi ici, à Youth Leadership Academy, on a décidé de vous accompagner, et peu importe là où vous êtes, d'apporter notre petite contribution et de vous donner également la possibilité d'avoir de nouvelles perspectives et d'avancer. Et donc, avant d'aller plus loin, je veux quand même prendre le temps de me présenter. Je suis Daniel Kouakou. Donc, à la base, je suis docteur en pharmacie, mais je suis également consultant business. Je suis coach, formateur, conférencier certifié par John Maxwell. John Maxwell que vous voyez sur la photo. Et je suis également professionnel de l'analyse comportementale et de l'intelligence émotionnelle. Mais pas que, je suis aussi membre du corps enseignant de la John Maxwell Team pour la francophonie mondiale. Et en fait, quand on regarde tout ça, on se dit comment faire autant de choses. Et c'est de ça que je veux vous parler ce matin. Je ne veux pas avoir la prétention d'avoir toute la connaissance, mais je veux simplement vous partager les clés et les outils que j'ai eu à utiliser moi pour réaliser certaines choses qui pour moi sont assez intéressantes. S'il y a une chose dont je suis assez satisfait, c'est que je me lève chaque jour avec la joie et de pouvoir aller faire des choses qui me plaisent, qui me passionnent. Donc, j'ai toujours l'énergie quand je me lève. Et une chose enfin qui me fait plaisir, c'est que chaque soir, quand je vais me coucher, je suis très content parce que je sais que j'ai eu une journée qui a compté en fait. Et donc, je ne vis pas juste au jour le jour, mais je tends toujours vers un but, vers une destination. Alors, parlons du temps. Le temps est précieux. Ce que vous allez faire, c'est que pendant que je suis en train d'intervenir, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat et je me ferai le plaisir de répondre en fait à toutes les questions quand j'aurai terminé en fait la présentation. Le temps est précieux et beaucoup de personnes ne font pas, je peux dire, assez attention au temps. Et si vous voulez savoir la valeur du temps, il faut demander à un élève ou un étudiant qui vient de rater son année, qui devra la reprendre l'année d'après. Donc, un étudiant qui a passé, je vais dire, presque une année à étudier 9 mois et qui se rend compte qu'il aura encore à reprendre pendant 9 mois tout ce qu'il vient de faire, en fait, il faut lui demander, il vous dira c'est quoi l'importance d'une année. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager, vous allez à l'aéroport et demandez à une personne qui vient tout juste de rater son vol. Vous allez vous rendre compte qu'en général, ça ne se joue qu'à des minutes près. Si vous demandez à une telle personne, elle vous donnera la valeur de ce que ça vaut une minute. Parce que si elle était arrivée avec quelques minutes plus tôt, elle aurait pu rattraper son vol et pouvoir avancer et pouvoir poursuivre, je peux dire, le cours de sa vie. Si vous voulez savoir l'importance d'un mois ou de quelques mois dans la vie, il faut demander à un patient qui a atteint du cancer et à qui on vient de dire qu'il ne lui reste pas plus de 2 mois à vivre. Vous allez vous rendre compte de la valeur d'un mois. Donc, le temps est vraiment précieux. Le temps est vraiment une denrée qui est assez précieuse dans la vie de chacun d'entre nous. Et quelles sont les vérités, en fait, qu'on a sur le temps? La première grande vérité, c'est que le temps est la ressource la mieux partagée du monde. Vous savez pourquoi? Parce que vous et moi, nous avons tous 24 heures par jour. Le président de la nation la plus puissante au monde,
et le médecin, et l'avocat, et le juriste, et la dame qui vont au marché, et celui qui fait je peux dire le ménage, et celui qui est le vigile. En fait, peu importe ce que vous faites, vous avez tous, ou nous avons tous, 24 heures par jour. Et la deuxième caractéristique du temps, c'est que le temps ne fait que passer. Personne ne peut contrôler le temps. Personne ne peut garder le temps. Le temps ne fait que passer. Et c'est tout. Et on ne peut pas le tuer. Il finit tous par nous tuer. Et j'ai mis cette vérité. Pourquoi? À cause de toutes ces personnes que vous allez souvent rencontrer qui vous disent, mais quand on leur demande, mais qu'est-ce que vous faites? Elles vont vous répondre, je tue le temps. C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas tuer le temps. C'est le temps qui finira par vous tuer. Et contrairement à l'argent, on ne peut pas économiser le temps en fait dans un compte bancaire. Vous pouvez avoir suffisamment d'argent, de l'argent même en plus, et vous allez vous dire, je garde cet argent et quand j'en aurai besoin, en fait, je vais l'utiliser. Il n'en est pas ainsi du temps. Le temps, en fait, tel qu'il vous l'est donné, tel qu'il doit être utilisé. Si vous ne l'utilisez pas, c'est perdu et c'est fini. Et donc, l'autre chose, en fait, l'autre vérité sur le temps, c'est que le temps finit toujours par multiplier ce qu'on y injecte, que ce soit bon ou mauvais. Et là, je veux insister sur la notion de processus. Vous voyez, l'échec ne survient pas par hasard. La réussite également ne survient pas par hasard. L'échec et la réussite sont toutes les conséquences en fait d'un processus. Et le processus se met en place tout doucement. Quand vous prenez par exemple mon pays, la Côte d'Ivoire, où je me rends compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont, en fait, il y a une perte de manque de respect, les jeunes ne veulent plus travailler dur, les jeunes veulent tout de suite et maintenant, le désordre s'installe petit à petit. Quand je regarde en fait à toutes ces choses, et je sais que ça arrive dans la plupart des pays dans lesquels nous vivons, je me rends compte d'une chose, c'est juste un processus. C'est un peu de relâchement, c'est un peu de laisser aller, c'est une correction qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas faite, c'est un travail qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait. Et tout doucement, au bout du compte, on se rend compte que finalement, on a une situation qu'on ne veut pas et qu'on n'aime pas. Et on peut se mettre à blâmer en fait tous les gens qui sont autour, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un processus qui s'est mis en place tout doucement pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et donc, si vous passez du temps, contrairement, à être diligent, à travailler dur, à être constant, à être focalisé, à vous corriger dès qu'il y a une correction à faire toutes les petites choses que vous devez faire, ce qui va se passer, c'est qu'au final, vous allez finir par réussir, par atteindre des niveaux en fait que vous n'auriez jamais espéré. Et je m'amuse. Personnellement, j'ai été déclaré asthmatique dès mon bas âge et donc j'avais été interdit de sport pendant plusieurs années. Et ayant grandi, j'avais en fait cette lacune en moi qui me disait que je pouvais réussir toutes choses. Mais pour ce qui est du sport, je ne pouvais pas. Et j'ai dû me battre contre moi-même et à commencer à investir. En fait, je me suis dit que si j'arrivais à courir une très longue distance, par exemple un marathon ou un semi-marathon, j'allais me prouver à moi-même que je pouvais en fait y arriver. Mais je vous assure, quand je me suis lancé dans ce projet a été l'un des plus difficiles auxquels j'ai eu à faire face dans ma vie. Ça a été très compliqué pour moi de réussir en fait ce pari. J'arrivais même pas à courir 100 mètres, 200 mètres, mais je suis resté discipliné. J'ai fait jour après jour, semaine après semaine. Et finalement, en 2018, pour la première fois, j'ai couru mon premier semi-marathon. Ce mois de mai, par exemple, je me suis promis de faire la course, la marche alternée pour 160 km. Et je me suis donné comme objectif de le faire durant le mois de mai. Et jusqu'à la fin de la semaine dernière, j'étais encore à moins de 100 km. Et je vous assure que pour atteindre mon objectif, avant-hier, j'ai dû parcourir 17 km. Hier, j'ai fait 18 km. Aujourd'hui, je vais faire 15 km et demain, faire 10 km. Il faut être sûr que j'arrive à mon objectif. Mais comment est-ce qu'une personne à qui qu'on avait déclaré asthmatique et incapable de faire du sport peut aujourd'hui arriver à faire autant de choses? C'est simplement une chose, c'est le processus. Tout ce que vous allez investir dans le temps, tout ce que vous allez faire dans le temps va finir par vous donner les résultats en fait à court, à moyen et à long terme. Donc, le temps finit toujours par multiplier ce qu'on y injecte, que ce soit bon, que ce soit mauvais. Et la dernière grande vérité, et je veux, si vous n'avez rien retenu sur les vérités que je suis en train de partager ce matin, c'est qu'on ne peut pas gérer le temps. On ne peut pas gérer le temps parce que, comme je l'ai dit, le temps ne fait que passer. Par contre, on peut se gérer dans le temps qui passe. On peut décider de faire certaines choses dans le temps qui passe. Vu que nous avons 24 heures, l'avenir, la réussite, tout ce qu'on veut avoir, tout ce qu'on veut voir se faire demain ne va être que la résultante de ce qu'on va investir aujourd'hui. Donc, la plus grande vérité sur le temps, c'est qu'on ne peut pas gérer le temps. Donc, tout ce qui parle de gestion du temps,
en réalité, n'est pas vrai. C'est pas très vrai de dire gestion du temps, mais on aurait plutôt dit se gérer dans le temps qui passe. Mais bon, ça fait cliché de dire gestion du temps, tout le monde comprend. Mais la vraie vérité derrière, c'est que vous ne pouvez pas gérer le temps, et vous ne pouvez que vous gérer dans le temps qui passe. Et regardez cette grande vérité de Charles Spezzano qui dit, on n'achète pas vraiment les choses avec de l'argent, on les achète avec du temps. Dans 5 ans, j'aurai mis de côté assez d'argent pour acheter la maison de vacances que je désire. Ensuite, je ralentirai. Cela signifie que la maison te coûtera 5 ans, soit 1/12 de ta vie d'adulte. Traduisez la valeur de la maison en argent, de la maison, de la voiture ou de toute autre chose dans le temps. Et voyez ensuite si elle en vaut encore la peine. Je peux dire, cette pensée de Charles Spezzano est vraiment intéressante pour moi. Parce que vous vous rendez compte, vous voulez souvent certaines choses et vous avez tendance à évaluer cela en argent. Et ce n'est pas vrai. Le diplôme que vous voulez, le mariage que vous voulez, la voiture que vous voulez, la maison que vous voulez, la carrière que vous voulez, tout ce que vous voulez, en fait, en réalité, s'achète avec du temps et non avec de l'argent. Et si on comprend ça, on se rend compte qu'on ne peut pas être en train de poursuivre tout à la fois. Il faut poursuivre les choses qui nous tiennent à cœur. Alors, évaluons toujours en termes de temps ce que va nous coûter, en fait, ce qu'on essaie, on désire d'avoir. Et si vraiment cela vaut la peine pour nous d'être investi, alors on ira. Si ça ne vaut pas la peine, alors vous saurez que vous n'auriez pas peut-être envie d'investir 5 ans de votre vie peut-être pour une maison, 5 ans de votre vie par exemple pour une voiture et pour tout ce que vous voulez posséder. Et j'ai une autre pensée de Carl Sandburg qui dit que le temps est la pièce de monnaie la plus précieuse de votre vie. C'est vous et vous seul qui déterminez comment cette pièce sera dépensée. Faites attention à ne pas laisser d'autres la dépenser à votre place. C'est très important. Le temps est la pièce de monnaie la plus précieuse de votre vie. C'est vous et vous seul qui déterminez comment cette pièce sera dépensée. Faites attention à ne pas laisser d'autres personnes la dépenser à votre place. Nous avons tous, en fait, ce qu'il faut pour avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Et tout ce dont on a besoin en réalité, c'est du temps. Et ce temps-là, la façon de l'investir, en fait, est ce qui va déterminer ce qu'on va obtenir. C'est la façon d'investir qui va déterminer notre productivité, notre rentabilité, notre solvabilité. Et donc, faites vraiment attention à ne pas que d'autres personnes l'utilisent à votre place. Et comment est-ce que cela arrive? Comment est-ce que d'autres personnes finalement arrivent à utiliser notre temps à notre place? C'est simplement pour plusieurs raisons que nous allons voir plus loin. Si vous n'êtes pas en train de poursuivre une vision, si vous n'êtes pas en train de poursuivre un rêve, ce qui se passe, c'est que vous allez vous faire utiliser par d'autres personnes qui ont des rêves, par d'autres personnes qui ont une vision et qui finalement vont vous faire gaspiller votre temps ou, je veux dire, dépenser votre temps au lieu de l'investir plutôt pour quelque chose qui compte pour vous dans le futur. Alors, je veux maintenant vous partager le ruban de la vie. C'est quoi le ruban de la vie? On va considérer ici l'espérance de vie d'une personne environ 100 ans. Mais je sais que 100 ans, c'est beaucoup. Et je ne sais pas si parmi vous, vous connaissez au moins 10 personnes dans votre entourage qui ont atteint les 100 ans et qui les ont dépassés. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, au lieu de prendre 100 ans comme exemple, nous allons plutôt prendre 75 ans comme espérance de vie. Donc, on va considérer la moyenne d'âge ici à 30 ans. Donc, supposons que vous avez déjà au moins 30 ans et plus. Si vous avez 30 ans et plus, il va sans dire que vous avez déjà gaspillé en fait les 30 ans. Pas gaspillé, mais vous ne pouvez plus exploiter ces 30 ans. Donc, il vous reste en moyenne 45 ans à vivre. Donc, supposons que sur les 45 ans, on va étudier ces 45 ans plus en détail. Chaque année, nous avons 52 semaines. Et dans ces 52 semaines, nous avons 52 week-ends, c'est-à-dire 52 samedis et 52 dimanches. Si donc on multiplie ces 52 week-ends sur les 45 ans qui arrivent, et parce qu'en général, les week-ends, on ne fait rien d'intéressant, moi, je sais que vous commencez maintenant à investir le temps de façon judicieuse, mais si on suppose que les week-ends, on ne travaille pas, et qu'on enlève ces 52 week-ends dans les 45 ans qui nous arrivent, cela représente 13 ans. Donc, on va enlever les 13 ans de nos vies, on va supposer que ces 13 ans ne travaillent pas, c'est 13 ans de week-end.
Il va donc rester sur les 45 ans, on enlève les 13 ans, il va nous rester 32 ans. Et sur chaque année, on a environ 10 jours fériés. Donc, sur les 10 jours fériés par an, si on multiplie cela par les 45 ans, cela va nous donner 1 an. On va donc enlever 1 an. Sur les 32 ans qui nous restent, ça va nous rester 31 ans. Maintenant, admettons qu'on a 30 jours de vacances, c'est-à-dire vacances, temps de maladie, temps de repos et tout ça. Supposons qu'un mois dans l'année, on a un mois pour tout ce qui est vacances, congés, repos, maladie et tout ça. Donc, pendant ces un mois, ces 30 jours, on ne travaille pas. Si on multiplie cela par les 45 ans, ça va nous faire 4 ans. Donc, si on enlève les 4 ans sur les 31 ans qui nous restent, ça va faire 27 ans. Et vous savez, pour pouvoir vivre en bonne santé, il faut pouvoir dormir. Et les scientifiques nous recommandent 8 heures de sommeil par jour. Donc, si on considère qu'on dort 8 heures par jour et qu'on multiplie cela par chaque année, sur les 45 ans, on va dormir pendant 15 ans, c'est-à-dire le tiers de notre vie. Donc, si on enlève les 15 ans sur les 27 ans qui nous restent, il va nous rester 12 ans. Et vous savez, le temps qu'on passe à manger chaque jour, petit déjeuner, goûter, déjeuner, dîner et tout ça, c'est en moyenne 2 heures. Donc, si on enlève les 2 heures par jour sur les 45 ans qui nous restent, ça va faire environ 4 ans. Et donc, on va enlever les 4 ans sur les 12 ans qui nous restent, ça va faire 8 ans. Et enfin, je vais prendre un dernier point, c'est le temps qu'on met dans les déplacements chaque jour. Supposons qu'on se déplace 1 heure par jour, c'est-à-dire, et ça, je suis très gentil, hein, donc le temps qu'on met d'un point A à un point B, qu'on met dans les embouteillages et tout, et qu'on suppose qu'on se déplace 1 heure de temps par jour, et qu'on ne fait rien pendant ces 1 heure, ça va faire en fait 2 ans sur les 45 ans qui arrivent. Donc, il va nous rester donc finalement 6 ans. Donc, en réalité, tout ce qui nous reste comme temps pour réussir ou pour échouer, c'est 6 ans. Donc, votre temps est vraiment important. Et donc, c'est son utilisation, l'utilisation de ces 6 ans qui va déterminer la réussite ou l'échec de votre vie. C'est l'utilisation de ces 6 ans qui va déterminer si vous allez réaliser vos rêves ou si vous allez les enterrer pour toujours. Si vous êtes beaucoup plus jeune et que vous avez en moyenne 25 ans, cela va tourner pour vous autour de 8 ans. Donc, en réalité, pour ceux qui ont 25 ans et plus, vous avez entre 8 ans et peut-être 5 ans pour les plus de 30 ans à investir de façon judicieuse. Si on suppose que vous allez avoir en fait 75 ans à vivre, sachant même que dans les années en fait où on passe les 60, les 65 ans, on n'a plus forcément la même énergie. Donc, vous savez, mes amis, que toutes les possessions de la vie peuvent être achetées, peuvent être remplacées si nécessaire, mais le temps qu'on perd ne peut jamais être revécu. Et donc, si on doit mesurer la vie en termes de temps, perdre du temps est simplement synonyme d'abuser de sa vie. Je reprends. Si on mesure la vie en termes de temps, alors perdre du temps serait synonyme d'abuser en fait de la vie. Et si vous perdez le contrôle de votre temps, vous aurez également perdu le contrôle de votre vie. Alors, que signifie bien se gérer dans le temps? Bien se gérer dans le temps signifie simplement investir le temps plutôt que le dépenser. Vous savez que la vie est également faite de saisons. Si vous avez vécu dans les pays occidentaux, vous allez avoir, là-bas, ils parlent des 4 saisons, printemps, été, automne et hiver. Et vous allez voir que à chaque saison, en fait, il y a des activités, il y a des choses qu'on peut faire et d'autres choses qu'on ne peut pas faire. Et c'est exactement la vie. Si on devait prendre ce même exemple des saisons ici, chez nous en Afrique, on allait parler des petites saisons de pluie, des grandes saisons de pluie, on allait parler de la petite saison sèche et de la grande saison sèche. Et si vous avez fait peut-être pour ceux qui connaissent peut-être le village, vous allez vous rendre compte que la façon de gérer les semences et la façon de se gérer, en fait, dépend de la saison dans laquelle on se trouve. Et c'est exactement ça. Notre vie est également faite de saisons. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour se développer, il y a un temps également pour contribuer, je peux dire, à la société en donnant en fait de son expertise, en donnant de sa connaissance, et également un temps pour développer ceux qui sont après nous, c'est-à-dire laisser un héritage aux personnes qui viennent après nous. Et c'est très important, c'est très important. Vous voyez, moi ce matin, je suis vraiment content d'être là avec vous.
Vous allez avoir l'impression que vous avez tout, en fait, toute la vie devant vous, que vous pouvez tout faire pour réussir. Et c'est rester dans ce genre d'environnement dans lequel vous êtes en ce moment, en train d'entendre ce genre de choses, qui va vous bousculer et qui va vous donner la force, en fait, de continuer d'avancer, qui va vous donner la force de continuer à aller de l'avant, qui va vous donner la force, en fait, de toujours faire ce qu'il faut. Parce que c'est tellement facile. Échouer, c'est tellement facile. Il n'y a rien de plus facile, en fait, que l'échec. Décidez tout de suite de ne plus rien faire de votre vie. Décidez tout de suite de ne plus vous battre. Si vous travaillez, n'allez plus au travail. Si vous allez à l'école, n'allez plus à l'école. Décidez simplement de rester là, de ne rien faire. Vous savez ce qui va vous arriver? Vous allez échouer. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment échouer. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Il faut entendre ce genre de message. Il faut entendre ce genre d'enseignement. Et nous voulons vous accompagner. Nous voulons vous donner ces choses-là pour que vous puissiez réussir. Parce que, croyez-moi, votre réussite va bénéficier à tous. Parce que nous vivons sur le même continent, nous vivons dans les mêmes pays, nous avons les mêmes réalités. Si nous ne sommes pas contents de l'avenir, de la vie qu'on a aujourd'hui, nous pouvons décider. Nous pouvons payer le prix. Nous pouvons comprendre que le temps n'est pas à nous, mais que nous devons l'utiliser au mieux. Alors, je vais vous partager 5 étapes. 5 étapes que vous pouvez suivre pour pouvoir mieux gérer votre vie. 5 étapes importantes pour pouvoir mieux gérer sa vie. La première étape ici, c'est la vision. C'est la vision et la vision représente notre but ultime. Et le grand Napoléon Hill, celui qui a écrit le livre Réfléchissez et devenez riche, qui est un grand classique pour ceux qui sont passionnés de développement personnel, il a dit qu'il y a une qualité qui permettra à ceux qui la possèdent de gagner. Donc, on va même remplacer le mot gagner ici par réussir. Il y a une qualité qui permettra à ceux qui la possèdent de réussir. Avoir un but bien précis, savoir exactement ce que l'on veut et avoir le désir ardent de le posséder. Et j'ai souligné exprès ici, but bien précis. But bien précis. Et vous savez, John Maxwell a dit dans un de ses bouquins que le rêve est une image inspirante de l'avenir qui stimule notre esprit, notre volonté et nos émotions en nous donnant les moyens de le réaliser. Et si on veut remplacer le mot ici rêve par la vision, on va dire que la vision est une image inspirante de l'avenir qui stimule notre esprit, notre volonté et nos émotions en nous donnant les moyens de le réaliser. Et Sharon Hull qui dit que le rêve est la possibilité semée dans l'âme d'un être humain qui l'appelle à suivre un chemin unique vers la réalisation de son but. Et donc, je vais répondre en remplaçant rêve ici par vision. La vision est la possibilité semée dans l'âme d'un être humain qui l'appelle à suivre un chemin unique vers la réalisation de son but. Et vous savez, la vision est une chose essentielle qui nous propulse vers l'avant. La vision va nous donner de l'énergie. Et Joe C. Bissett dit que les rêves se présentent sous une taille trop grande, mais c'est pour que nous puissions grandir jusqu'à ce qu'ils nous aillent parfaitement. Et si je remplace, comme j'aime le faire, remplacer rêve par vision, la vision se présente sous une taille trop grande, mais c'est pour que nous puissions grandir jusqu'à ce qu'elle nous aille parfaitement. Donc, c'est pas la vision que nous poursuivons doit toujours être beaucoup plus grande que nous. Elle doit être beaucoup plus grande que nous. Moi aujourd'hui, je peux résumer la version la plus courte, en fait, de ma vision résumée, c'est transformer les nations par l'éducation. Et beaucoup de personnes m'ont trouvé ça fou. Comment est-ce que tu peux transformer les nations par l'éducation? Et quand je quittais mon boulot à l'époque de pharmacien pour me lancer dans la carrière que j'ai aujourd'hui, beaucoup de personnes m'ont dit que c'est fou, en fait, ce que tu fais. Comment est-ce que tu peux laisser une carrière aussi brillante de docteur en pharmacie, avec toutes les possibilités de croissance que tu as, avec le bon salaire que tu as, la voiture de service, l'assurance maladie et tout ce qui va avec, pour aller simplement te mettre dans la formation? Mais attends, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et je ne pouvais pas leur répondre à l'époque, mais je savais une chose. Il y avait une vision, en fait, dans mon cœur. Il y avait quelque chose qui battait. Je voulais voir, en fait, une Afrique nouvelle. Je voulais voir une jeunesse nouvelle. Je voulais voir des personnes qui se prennent en main, des personnes qui se sentent capables d'aller plus loin. Oui, nous sommes aujourd'hui une minorité, il n'y a pas de souci. Beaucoup de personnes sont plutôt attirées par l'amusement, par des choses qui font perdre du temps et qui malheureusement vont payer parce que le temps qui est passé est passé. Elles vont payer pour cela, mais ce sera déjà trop tard. Mais je me suis dit, il faut que quelqu'un fasse ce travail. Il faut que quelqu'un accepte de payer le prix et je veux être celui qui paye ce prix. Celui qui va aider d'autres personnes
à pouvoir trouver leur voie et leur chemin. Et c'est ça. À l'époque, je n'avais pas forcément les moyens de faire ce que je fais. Mais avec le temps, le rêve étant grand, qu'est-ce qu'il y avait à faire? C'était de grandir. Donc, ce n'est pas de fuir le rêve, ce n'est pas de fuir la vision, mais c'est de se développer, c'est de travailler à devenir la personne qui peut soutenir, qui peut porter en fait cette vision. Et John Maxwell, en fait, a énuméré 5 choses qui font que les gens ont du mal à rêver, ont du mal à avoir une vision. La première chose, c'est qu'il y a des gens que d'autres ont dissuadé de rêver. Donc, vous avez grandi dans un environnement où il y a beaucoup de personnes, en fait, qui vous ont découragé. On vous a dit que vous étiez nul. On vous a dit que vous étiez bête. On vous a dit que vous n'avez pas de valeur. On vous a dit que vous ne pouvez pas accomplir de grandes choses. Et finalement, vous vous êtes accommodé avec cette vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez baissé les bras et vous avez arrêté de donner le meilleur de vous-même. Et vous êtes mort, en fait. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si on vous a dissuadé de rêver, si on vous a dissuadé, en fait, de votre capacité à réussir, moi, je vais vous dire aujourd'hui qu'il y a une personne qui croit en vous. Je crois en vous. Si personne ne croit en vous, il y a au moins, en fait, une personne qui croit en vous. Je suis là, en fait. Je suis là et je crois en vous. Je ne suis pas seul. Toute mon équipe croit en vous. D'autres personnes qui mènent le même combat que nous croient en vous. Et vous avez la possibilité d'avoir une vision et de rêver grand. La deuxième chose, c'est qu'il y a des personnes que les déceptions et les blessures du passé ont freiné. Oui, la déception, c'est quoi? Si on veut définir la déception, c'est simplement l'écart qui sépare l'attente de la réalité. Donc, je me suis engagé dans un projet, je m'attendais à ce que ça fonctionne, je m'attendais à obtenir ceci, je m'attendais à obtenir cela, et finalement, je n'ai pas obtenu toutes ces choses, je suis déçu. Et donc, la déception, si elle est mal gérée, va finalement nous donner, va créer en fait des blessures. Et ces blessures, en fait, vont finir par nous rendre incapables, je peux dire, de travailler sur notre rêve, incapables de travailler sur notre vision. La troisième chose, c'est que vous allez avoir d'autres personnes qui vont prendre l'habitude de se contenter en fait de l'ordinaire, qui vont vous dire oh, moi je ne veux pas grand chose. Moi si j'ai juste en fait juste une chose, bon pour moi ça me va. Non, écoutez, vous n'êtes pas venu sur terre pour accompagner qui que ce soit. Vous avez aussi une pierre à bâtir. Vous avez une pierre en fait à déposer dans ce grand univers que nous sommes tous en train de construire. Vous ne pouvez pas vous contenter de l'ordinaire. Ça peut paraître ordinaire pour les autres, mais pour vous, ça ne doit pas être ordinaire. Et que nous dit en fait Maureen Dowd? Elle nous dit que dès l'instant où l'on se contente de moins que ce que l'on mérite, on obtient encore moins que ce dont on se contente. Dès l'instant où l'on se contente de moins que ce que l'on mérite, on obtient encore moins que ce dont on se contente. Donc, arrêtez de vous contenter de peu, allez-y et donnez le meilleur de vous-même. La quatrième chose, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'assurance nécessaire pour poursuivre leurs rêves. Et c'est simplement des personnes qui manquent de confiance en elles-mêmes. Et vous savez, John Maxwell dit que plus on a de confiance en soi, moins on risque de renoncer à obtenir ce que l'on veut. Et Judith Bardwick nous dit que la véritable confiance en soi provient du fait de se connaître, de s'accepter tel que l'on est, c'est-à-dire ses points forts et ses limites, plutôt que du fait de dépendre de l'approbation des autres. Je veux marquer une pause et vous dire quelque chose. Beaucoup de personnes en fait, s'engagent dans la vie sans prendre le temps de se connaître. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous ne connaissez pas vos forces, vous ne connaissez pas vos faiblesses, comment est-ce que vous allez arriver à vous développer? Comment est-ce que vous allez arriver à investir dans les endroits qui vont faire de vous des personnes uniques? Je vous donne un secret gratuit. N'investissez jamais sur vos faiblesses. Investissez toujours sur vos forces. Investissez toujours sur vos forces. Pourquoi? Parce que quand vous investissez sur vos forces, vous vous donnez la capacité de devenir exceptionnel dans un temps record. Et croyez-moi, on ne paye pas pour ce qui est moyen, on paye pour ce qui est exceptionnel. Et chaque fois que vous allez identifier en fait vos forces et que vous allez les travailler, vous allez vous donner l'opportunité et la possibilité de devenir une meilleure version de vous-même et donc de pouvoir tirer un meilleur bénéfice de qui vous êtes. C'est très, 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 très important. Prenez le temps de vous connaître vous-même. Cela va faire grandir votre confiance en vous-même. Et la dernière chose, le dernier point, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'imagination nécessaire pour rêver. Il y a des gens qui, naturellement, ont du mal à rêver, ont du mal à se projeter, ont du mal à travailler. Et si tel est le cas, je vais vous dire une parole de John qui dit que l'imagination est le sol dans lequel un rêve naît. L'imagination est le sol dans lequel un rêve naît. S'il y a une chose qui est gratuite et que vous devez exploiter à fond, c'est ça, c'est l'imagination, c'est la pensée. Oui, vous n'avez pas besoin de payer pour penser. Vous n'avez pas besoin de payer pour rêver.
Vous pouvez rêver que vous êtes un enfant de roi et vous êtes un enfant de roi. Dans vos rêves, personne ne peut vous limiter. Vous êtes les seuls qui peuvent mettre une limite, en fait, sur vos rêves. Donc, si vous avez du mal à rêver, sachez que c'est la chose la plus gratuite que vous allez avoir et donc vous devez pouvoir l'utiliser. Et je veux conclure, en fait, sur le point de la vision en partageant, en fait, cette citation de Kenneth Hildebrand. Il dit que le plus pauvre de tous les hommes n'est pas celui qui est sans le sou, c'est l'homme qui est sans le rêve. Je reprends. Le plus pauvre de tous les hommes n'est pas celui qui est sans le sou, c'est l'homme qui est sans rêve. Donc, si vous n'avez pas de rêve, si vous n'avez pas de vision, vous faites partie des personnes les plus pauvres, en fait, au monde. Après la vision, vous avez les priorités. Maintenant que vous savez ce que vous essayez d'atteindre, maintenant que vous savez là où vous voulez aller, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez définir vos priorités. Et vos priorités vont simplement représenter votre focus et le centre de votre attention. Et Bruce Lee, que vous connaissez tous pour ceux qui sont un peu plus âgés, qui était un grand acteur de karaté dans les années précédentes, 80, 70, 80, 90, qui a fait les beaux jours. Il a dit que le guerrier qui triomphe est un homme moyen avec un focus de laser. Le guerrier qui triomphe est un homme moyen avec un focus de laser. Donc, vous n'avez pas besoin d'être une personne extraordinaire, vous avez juste besoin d'être une personne ordinaire. Et pour être une personne ordinaire, nous sommes tous des personnes ordinaires. Et donc, vous avez tout ce qu'il vous faut. La chose que vous devez avoir en plus, c'est le focus. Vous devez être très concentré, vous devez être focalisé sur ce que vous essayez d'accomplir. Et je vais vous partager la loi de l'efficacité forcée. La loi de l'efficacité forcée dit qu'on n'a jamais assez de temps pour tout faire, mais on a toujours assez de temps pour faire ce qui importe le plus. Je reprends. On n'a jamais assez de temps pour tout faire, mais on a toujours assez de temps pour faire ce qui importe le plus. Donc, soyez focalisés et sortez en fait de toutes ces choses qui ne vous font pas avancer et qui vous perdent en fait le temps. Définissez les priorités qui sont en accord avec votre vision et dépriorisez, sortez de votre focus toutes les choses en fait que vous faites et qui ne correspondent pas à la vision que vous essayez de poursuivre. Et pour ce qui est des priorités, je vais vous partager une petite histoire. Quand j'étais beaucoup plus jeune, beaucoup de personnes venaient me voir pour me dire je veux qu'on investisse ensemble, qu'on se mette dans tel projet et qu'on y aille ensemble. Et vous savez quoi? J'étais tellement attiré par l'opportunité que finalement, je m'engageais comme ça et j'allais. Et je vais vous dire que la plupart du temps, tous les projets dans lesquels je m'engageais comme ça échouaient tout simplement. Pourquoi? Parce que ces projets ne rentraient pas dans mes priorités. Et donc, je ne mettais pas l'énergie qu'il fallait pour réussir et ces projets échouaient. Depuis lors, j'ai compris que s'engager dans un projet, c'est accepter de mettre de son temps, donc accepter de mettre de sa vie. Je ne m'engage plus dans un projet dans lequel je ne crois pas et dans lequel je n'ai aucun contrôle et dans lequel je ne veux pas. Même si les gains paraissent attractifs, je n'irai jamais en fait dans ce sens. Et j'ai appris cela un peu à la dure en ayant perdu beaucoup en fait dans mes investissements. Donc pour dire que la priorité et les priorités, c'est vraiment, 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 vraiment important. Ensuite, après les priorités, c'est le plan d'action. Le plan d'action va représenter ici notre GPS. Le GPS, c'est cet outil-là qu'on utilise pour se déplacer d'un point A à un point B. Et donc, une fois que la vision est bien définie, une fois que les priorités sont bien définies, il faut pouvoir sortir le plan d'action. Et René Carbonneau dit, ce qui importe, ce n'est pas d'être un homme d'action, mais un homme d'action utile. Donc, il faut pouvoir poser des actions qui sont utiles, mais comment poser ces actions utiles, il faut pouvoir les définir en fait à l'avance. Il faut pouvoir les définir en fait à l'avance. Et je vais vous partager l'histoire de Larry Bossidy, qui a été CEO de General Electric en fait dans les années 70. Et ce monsieur arrive aux affaires lorsque l'entreprise est vraiment en train de faire faillite, au point où le gouvernement américain est obligé d'injecter en fait de l'argent pour sauver l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive aux affaires, 5 ans après, il double les actifs de l'entreprise. Les 5 années qui suivent encore, il double encore ce qu'il avait déjà doublé la première fois. On vient alors lui demander, c'est quoi ton secret en fait pour que tu arrives à être aussi productif dans un temps assez record? Et il dit, première chose, tout est exécution. Et le point sur lequel je vais insister ici, c'est qu'il dit que toute réunion doit aboutir sur 2 choses, la liste des décisions et le plan d'action. Donc, tout ce que vous faites, en fait, doit toujours aboutir sur 2 choses. La liste des décisions, qu'est-ce que vous décidez de faire? Et le plan d'action qui accompagne cela.
Quand je parle de plan d'action, beaucoup de gens vont toujours avoir en tête des choses assez complexes et tout. Moi, je vous donne un secret. Si vous voulez faire un plan d'action qui est efficace, c'est de toujours chercher la première chose que vous devez faire. Si vous êtes quelqu'un qui planifie beaucoup et qui aime beaucoup tout ce qui est structuré et tout, je vous donne l'approche QQQCL. QQQCL, c'est quoi? C'est qui fait quoi, comment, avec quel livrable. Qui fait quoi, comment, avec quel livrable. Donc, pour ceux qui sont très organisés, structurés, vous pouvez utiliser cela comme plan d'action et cela marche à tous les coups. Si vous êtes plutôt comme moi, une personne qui n'est pas, qui planifie, mais pas forcément dans beaucoup de détails, la chose qu'il faut faire, c'est de toujours chercher la première étape à franchir. Vous voulez vous rendre vers l'accomplissement de votre vision, vous savez au moins la première chose que vous devez faire. Ça peut être soit écrire votre rêve, ça peut être soit rencontrer une personne pour lui en parler, ça peut être faire une recherche en fait documentaire sur le sujet, mais vous savez au moins la première chose que vous devez faire. Et pour moi, c'est ça. Vous devez foncer et une fois que vous avez trouvé la première chose, cela constitue la première partie de votre plan d'action et vous vous lancez. Donc, vision, priorité, plan d'action. Et enfin, la quatrième étape, c'est l'action. L'action, c'est le moteur vers la réussite. Et Michael, en fait, Camille nous dit qu'une vision sans action n'est qu'une hallucination. Donc, excusez-moi, mais il y a beaucoup de personnes qui hallucinent dans la vie. Ce sont des personnes qui se baladent, qui pensent qu'elles ont un rêve, qui pensent qu'elles s'en vont quelque part, mais en réalité ne vont nulle part. Pourquoi? Parce qu'elles sont juste restées à l'étape de vision. C'est quelque chose dans l'esprit. Elles passent leur temps à visualiser. Aucune action qui accompagne. Et cela n'est que hallucination. C'est comme des personnes en fait qui rêvent debout, à qui vous leur demandez quand est-ce que vous allez avoir ceci? Ah, un jour. Ce sont les personnes qui sont les spécialistes de un jour. Un jour, ça va aller. Un jour, je vais le faire. Elles ne le feront jamais, croyez-moi. Jamais ces personnes ne le feront. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas des personnes d'action. Et comme Larry Bossidy l'a dit, tout est exécution. Tout ce que vous planifiez, tout ce que vous réfléchissez, tant que vous ne passez pas à l'action, cela reste simplement une hallucination. Et je vais terminer, avant qu'on puisse prendre la question, avec le dernier point, qui est la persévérance. La persévérance, c'est l'assurance qu'on a que on finira toujours par obtenir ce qu'on recherche. Je répète, la persévérance, c'est l'assurance qu'on obtiendra toujours ce que l'on recherche. Si vous ne persévérez pas sur le chemin de la réussite, dans la gestion de votre vie, croyez-moi, vous n'irez pas bien loin. Parce que tout se paye et tout a un prix. Et vous devez forcément payer le prix. Et ce prix passe par la persévérance. Et Napoléon, il nous dit dans son livre, dans les 13 principes qu'il nous donne dans Réfléchissez, devenir riche, il parle de la persévérance. Il nous dit, soyez persévérants, peu importe la lenteur que vous éprouvez à bouger. Le succès passe par la persévérance. Rien ne remplace la persévérance. Soyez persévérants, peu importe la lenteur que vous éprouvez à bouger. Le succès passe par la persévérance. Rien ne remplace la persévérance. Alors, je veux simplement récapituler tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Nous avons dit, ne gère pas ton temps, gère plutôt ta vie. Et cela commence par la définition d'une bonne vision. La définition, l'élaboration ou la définition des priorités, par l'élaboration du plan d'action, le fait de passer à l'action et le fait de persévérer. Et donc, j'ai eu beaucoup de plaisir en fait à passer ces moments avec vous. On a encore 20 minutes devant nous. Je vais prendre vraiment le temps de prendre les questions. Donc, vous pouvez poser vos questions. Il y a déjà beaucoup de questions dans le chat. On va commencer à prendre ces questions et au fur et à mesure. Merci pour votre écoute et on rentre maintenant dans la session des questions et réponses. Et donc, la première question qu'on va prendre, excusez-moi, est la question de Marie-Laure qui nous demande comment faire pour avoir une vision claire. Est-ce que vision et rêve, en fait, sont différents? Je dirais dans un sens oui et non. Oui et non, parce que dans la substance, la vision et le rêve sont presque la même chose. La vision, c'est l'image qu'on a du futur. Le rêve, c'est également l'image qu'on peut avoir du futur. Mais je mettrai juste une petite nuance, en fait. Je dirais qu'une vision est quelque chose pour lequel on est prêt à payer le prix.
On est prêt à passer à l'action, on est prêt à accompagner. Et le rêve, pour moi, le rêve, ça reste juste quelque chose de très intangible, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, ça reste une vue de l'esprit pour lequel on peut ne pas forcément s'engager. Donc oui, ça peut se ressembler, mais il y a une légère nuance en fait. Et Marie-Laure qui demande encore, est-ce qu'on peut avoir plusieurs rêves en même temps? Oui, bien sûr, on peut avoir plusieurs rêves en même temps. Moi je compte toujours influencer en fait le secteur pharmaceutique. Mais même si je devrais retourner dans le secteur pharmaceutique, j'aurais une approche qui est beaucoup différente de celle que j'aurais eue si j'étais resté uniquement en fait un simple pharmacien. Donc oui, on peut avoir plusieurs rêves en même temps, mais il doit forcément avoir un rêve qui est dominant vers lequel le tout converge en fait. Donc il ne faut pas segmenter, je veux dire, vos rêves, il ne faut pas segmenter vos visions. Il doit avoir un gros bloc et dans ce gros bloc, en fait, vous pouvez avoir différents morceaux en fait qui se recollent. Il y a Jacob qui demande la différence entre vision et mission. Mission, en fait, c'est, prenons le cas en fait, d'une entreprise. Une entreprise, en fait, va voir les deux. La vision de l'entreprise, c'est l'impact que l'entreprise veut avoir sur le long terme. Donc, la vision va rester, en fait, quelque chose de très lointain, quelque chose de très intangible, en fait. Quand je dis transformer les nations par l'éducation, ça reste quelque chose de très vague. Comment est-ce que je vais y arriver? Là, je rentre dans la mission. La mission, ça va comporter en fait tous les moyens en fait, qu'on met ensemble pour pouvoir réaliser la vision. Et un des moyens que j'utilise en ce moment, une de mes missions, c'est de faire fonctionner la Youth Leadership Academy. La première chose déjà, c'était de créer Youth Leadership Academy. La deuxième chose, c'était de faire fonctionner Youth Leadership Academy. Et donc, vous allez voir que dans la formulation de la mission, il y aura beaucoup de verbes d'action. Donc oui, voici la différence que je peux faire entre vision et mission. Marie-Laure qui revient avec une autre question qui demande quel processus pour mieux se connaître. Je vais vous dire aujourd'hui, il y a des choses pour lesquelles vous devez accepter. Il y a des choses que vous allez avoir gratuitement, mais il y a d'autres choses pour lesquelles il faut accepter en fait de payer le prix. Il y a un excellent outil en fait pour lequel je suis également certifié qu'on appelle le DISC. Le DISC en fait va vous permettre de mieux vous connaître, de connaître comment est-ce que vous fonctionnez. Et également au DISC en fait il y a un autre outil qui est couplé qu'on appelle les forces motrices. Le DISC va vous dire comment vous fonctionnez. Les forces motrices vont vous dire pourquoi vous faites comme ceci. Maintenant, ces tests sont payés, effectivement, ils ne sont pas gratuits. Donc, si vous voulez en fait le faire, vous pouvez m'écrire en fait à l'adresse que je tape ici maintenant dans le chat. Donc, je mets l'adresse ici. Pour ceux qui sont intéressés de faire ce test, qui sont prêts à investir en eux-mêmes, vous pouvez faire ce test. Si vous n'avez pas les moyens et que vous ne voulez pas investir en vous-même, vous ne voulez pas en fait aller à ce niveau de détail, de précision qui va vous permettre de gagner du temps, vous pouvez vous poser des questions. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez connaissance de soi, vous allez avoir beaucoup de questions auxquelles vous allez répondre. Et si vous faites vraiment l'exercice, il n'y a pas de raison que vous ne vous connaissiez pas un peu plus ou un peu mieux. Et donc ça aussi, c'est également très important. Donc je pense que ça reprend également ça répond à la question d'Adélaïde Yaro qui dit existe-t-il une technique permettant de connaître ses forces et faiblesses de façon objective, car autocritique n'est pas souvent véridique et la critique des autres est souvent objective. Donc, moi, je vous conseille vivement en fait le test DISC et le test DISC et le test des forces motrices. Si vous voulez même aller plus loin, vous pouvez faire également le test de l'intelligence émotionnelle. Donc, tous ceux qui sont intéressés par faire ces tests-là, vous pouvez m'écrire après sur l'adresse ila.afrique@gmail.com. On prendra encore la question suivante. C'est Marie-Laure qui demande, il existe des personnes qui sont excellentes dans les idées, dans insuffler ces idées, mais n'arrivent pas à passer à l'action. Comment elles doivent faire pour arriver à associer les actions concrètes à leurs idées? C'est une très belle question. Et je pense qu'on a touché cela. Si nous ne restons qu'à l'état d'idée, si nous ne restons qu'à l'état de juste pensée, nous n'allons jamais obtenir les résultats que nous désirons. Moi, je vais vous dire, le secret pour passer à l'action, c'est une seule chose, c'est just do it. Il faut le faire.
Il faut le faire et si vous trouvez que c'est trop difficile, je vais vous donner un autre exercice que une autre technique en fait que j'ai apprise en fait d'un mentor. Il dit que c'est de se fixer des objectifs d'action tellement bas que vous auriez vous-même honte si vous ne le faites pas. Et donc, il disait par exemple que pour ceux qui veulent se remettre au sport, vous dites par exemple que je vais faire une pompe par jour. Donc, faire une pompe par jour, écoutez-moi bien, peu importe le niveau de fatigue que vous avez, pour moi, faire une pompe par jour, franchement, c'est un objectif dérisoire. Et donc, si vous n'arrivez pas vraiment à faire une pompe par jour, vous allez vous sentir tellement mal, mentalement, émotionnellement, que le jour d'après, vous n'allez pas vous permettre, en fait, de remettre encore à demain. Donc, oui, commencez tout doucement, parce que vous savez maintenant que vous avez beaucoup de choses à accomplir. Vous pouvez avoir tendance à vous jeter dans l'action et à faire tellement de choses, à faire tellement de changements dans votre vie, que cela peut devenir dégoûtant pour vous à très court terme, parce que beaucoup de changements brusques, en fait, sont perturbateurs. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est de vous fixer des objectifs très courts, des objectifs, je peux dire, à très petits, très faciles à atteindre dans un premier temps. Et au fur et à mesure que vous grandissez, au fur et à mesure, vous vous améliorez et vous vous développez. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Question, Mireille, peut-on avoir des astuces pratiques pour briser ses propres barrières? Je ne sais pas si Mireille, tu peux expliciter un peu mieux ta question. Ses propres barrières, qu'est-ce que tu entends par propre barrière? Pour que je puisse répondre à ta question de la façon la plus juste en fait possible. Donc j'attends juste, tu peux juste écrire dans le chat plus de détails en fait sur ce que tu comprends par propre barrière. Et pendant que Mireille en fait nous donne cette question, je veux vous dire que voilà, on ne s'arrête pas là. J'ai encore un cadeau pour vous. Et semaine après semaine, c'est ce qu'on va faire. Tout ce que moi je demande, c'est que vous puissiez inviter le plus de personnes en fait à venir participer avec nous à ce genre d'événements. On va essayer d'inviter le maximum de personnes de qualité pour vous aider à vous développer. Et donc, pendant que je réponds à la question de Mireille, je vous mets en teasing, en fait, ce que je vous ai réservé pour la semaine prochaine. Donc, Mireille nous dit que la principale barrière ici, c'est la peur. Donc, c'est comment arriver ici à vaincre la peur. Le meilleur conseil que j'ai reçu, en fait, sur la peur, en fait, je pense, me vient de Nicole Scovell. En fait, elle dit que la peur est un lion imaginaire. Elle dit que si vous fuyez, elle vous poursuivra. Si vous foncez sur elle, elle disparaîtra. Donc, le seul conseil, en fait, que je donne quand il s'agit de la peur, c'est de faire ce qui vous fait peur. Personnellement, c'est ce que je fais tout le temps. Et voilà, je me souviens, en début de semaine, je discutais avec mes belles-sœurs et je partais au sport. Je leur ai dit, il me reste encore plus de 60 km à courir avant de terminer le mois. Et le mois, c'est dans quelques jours. C'est demain, en fait, la fin du mois. Et je me suis dit, oh, c'est sûr que je ne vais pas réussir, en fait, à atteindre cet objectif. Et je suis sorti, en fait, aller courir. Et quand je suis sorti, il y a une voix qui m'a dit, tu penses vraiment que tu ne peux pas le faire? J'avais peur. Je me suis dit, 60 km en une semaine, ça va faire beaucoup pour mes genoux, mon dos va me faire mal, je vais me sentir mal et tout. Et comme j'ai eu peur, je me suis dit que j'allais le faire. Et je me suis engagé. Et ce jour-là, plutôt que de faire 10 km, j'ai fait 17 km. Et hier, je suis sorti encore. Plutôt que de faire les 10 km que j'ai l'habitude de faire, j'ai fait 18 km. Et aujourd'hui, il me reste, je pense, 27, si je ne me trompe pas, 24 ou 20, il me reste 24 km en fait pour terminer le mois. Et aujourd'hui, j'ai décidé de courir les 14 km. Et comme ça, demain, je ferai les 10 km. Et donc, ce qui me faisait peur en début de semaine, je me disais que c'était impossible pour moi de courir en fait les 60 km dans la semaine. Je pense que si je reste sur la tendance et la dynamique dans laquelle je suis, je vais y arriver. Et le samedi prochain, je vous dirai si je l'ai fait ou pas. Donc, j'ai 14 km à faire aujourd'hui et 10 km à faire demain. C'est exactement ce qu'il faut faire. On est en constant combat avec nous-mêmes. Il faut faire ce qui te fait peur.
Et vous savez, un secret, en fait, dans le fait de fonctionner comme ça, c'est que chaque fois que vous allez faire quelque chose qui vous fait peur, cela veut simplement dire que vous êtes sorti de votre zone de contrôle. Vous êtes sorti de votre zone de contrôle parce que vous avez peur quand vous ne contrôlez pas. Et la zone de contrôle, c'est pour moi également la zone de confort. Et il n'y a pas de miracle, en fait, qui se produit dans la zone de confort. Si vous auriez pu avoir ce que vous désirez depuis dans la zone de confort, vous l'aurez eu. Mais ces choses que vous désirez, que vous voulez voir, en fait, arriver dans vos vies, ne sont pas encore là. Simplement parce qu'elles sont en dehors de votre zone de confort. Et comme je dis, la vision, en fait, n'est pas trop grande. C'est juste que nous sommes trop petits. Donc, nous devons constamment repousser nos limites. La seule personne contre qui nous luttons, c'est nous-mêmes. Nous devons nous battre contre nous-mêmes. Nous devons lutter, nous pousser contre nous-mêmes. C'est le prix à payer si nous voulons explorer le potentiel qui est en nous. Et donc, la seule chose que je peux te dire de faire, Mireille, trouve une chose qui te fait peur aujourd'hui et ne laisse pas cette journée finir sans la faire. Et c'est la même chose pour tout le monde. Tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, c'est l'exercice que je veux vous donner. Trouvez une chose qui vous fait peur aujourd'hui et semaine prochaine, je veux pouvoir voir des témoignages que la chose a été faite. Dès que vous l'avez fait, envoyez-moi un email sur ila.afrique@gmail.com. Je vais vous féliciter. Allez-y faire un post sur la page Facebook en fait, de Youth Leadership Academy. On sera content, on sera là pour vous accompagner. Et donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère avoir donné quelques pistes en fait, pour combattre en fait, la peur. Nous allons tout doucement vers la fin de notre session d'aujourd'hui. Et la rubrique que nous allons avoir la semaine prochaine, c'est Conseil d'aînés. Conseil d'aînés, nous sommes jeunes, c'est vrai, nous sommes à Youth Leadership Academy, mais il faut en fait avoir de l'expérience des personnes qui ont vécu certaines choses avant nous. Et la personne que je vous introduis, en fait, est une des personnes que j'admire le plus, que je respecte beaucoup. C'est Olivier Dadjeu. Olivier Dadjeu a eu une carrière de banquier pendant 18 ans. Il a terminé sa carrière comme directeur général de banque. Il a été dans les banques dans 4 pays africains. Et pendant les 5 dernières années, c'était le directeur général d'Afriland First Bank Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est entrepreneur et c'est vraiment la personne idéale pour nous parler de l'argent. Et donc, ce qu'il va faire, c'est que la semaine prochaine, il sera avec nous dès 9h jusqu'à 10h. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas parler de réussite sans parler de la question des finances. C'est très important, surtout pour nous les jeunes d'aujourd'hui. Si nous arrivons à bien gérer, à bien appréhender la question de l'argent, je vous assure qu'on aura fait au moins 50% de pas vers la réussite. J'anime très souvent des conférences sur l'entrepreneuriat et une question qui revient le plus, c'est comment est-ce que je peux avoir le financement en fait? Comment est-ce que je peux avoir le financement? Comment est-ce que je peux avoir l'argent? Comment est-ce que je peux avoir l'argent? L'argent est toujours une question qui bloque beaucoup de personnes dans l'esprit, qui bloque beaucoup de personnes. Donc, comment est-ce qu'il faut appréhender la question de l'argent? Comment est-ce qu'il faut approcher la question de l'argent? Je suis moi-même passionné par les questions d'argent. Je reçois pour vous la semaine prochaine Olivier Dadjeu qui va nous traiter du thème « Dépasser les problèmes d'argent et vivre libre, passionné et heureux ». Cette formation, en fait, ne va pas concerner que les jeunes. Inviter toutes les personnes qui ont du mal avec les questions financières, ont du mal avec les questions de l'argent, pour qu'elles viennent écouter, en fait, cette année qui a fait 18 ans dans la banque et qui sait ce qu'il fait. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à être avec vous aujourd'hui. Je veux vous dire merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Le plus dur commence maintenant. Vous connaissez la vérité. C'est maintenant le temps de passer à l'action. Vision, priorité, plan d'action, action et persévérance. Alors, je veux vous dire simplement, bon week-end à tous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles. Faites attention à vous. Le temps est précieux. Ne le gaspillez pas. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Conseil d'aînés avec Olivier Dadjeu. À bientôt. Une dernière chose, je vous mets le lien pour l'inscription, dans le chat, pour ceux qui veulent s'inscrire directement. Je vais oublier de le faire, je vous mets le lien dans le chat, comme ça vous pouvez vous inscrire directement. Vous cliquez juste sur https://bit.ly conseil d'aînés et allez-y réserver votre place, nombre de places limitées comme d'habitude. Allez, à bientôt.